Dans les archives poussiéreuses du comté de Beaufort, en Caroline du Sud, un registre de plantation daté de 1843 contient une note énigmatique écrite à l'encre délavée. Le domestique Amadou a été vendu dans des circonstances urgentes. Ne jamais reprendre contact avec la famille Pemberton. Affaire classée par le shérif sans suite. Personne n'a jamais su pourquoi cette simple vente d'esclaves avait nécessité l'intervention des autorités, ni pourquoi toute une lignée de planteurs prospères avait mystérieusement disparu des registres sociaux 2 mois après cette transaction. Avant de découvrir ce qui s'est réellement passé dans cette plantation, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire va vous glacer le sang. L'automne de 1842 arrive tard dans les basses terres de Caroline du Sud. La chaleur étouffante persiste même en octobre, transformant les rizières en miroirs argentés sous un soleil implacable. Dans cette région, la richesse se mesure en hectares de terres cultivables et en nombre d'âmes possédées. Les planteurs forment une aristocratie fermée, jalouse de ses privilèges, obsédée par les apparences et le rang social. La plantation Willowbrook s'étend sur près de 2000 hectares le long de la rivière Combahee. 300 esclaves y travaillent, du lever au coucher du soleil, cultivant le riz qui enrichit son propriétaire, Ezekiel Pemberton. L'homme a 47 ans, le visage rougi par l'alcool et le soleil, les mains trop molles pour avoir jamais tenu autre chose qu'un verre de bourbon ou une cravache. Il a hérité Willowbrook de son père, qu'il avait lui-même hérité, perpétuant ainsi une lignée de maîtres qui n'ont jamais connu autre chose que le pouvoir absolu sur d'autres êtres humains. Pemberton vit dans une demeure coloniale à colonnes blanches, entourée de magnolias centenaires et de chênes drapés de mousse espagnole. Sa femme, Constance, est une femme fragile au teint pâle, qui passe ses journées dans le salon à broder et à superviser les domestiques. Leurs 3 enfants, Eleanor, âgée de 16 ans, William, 14 ans, et la petite Margaret, 9 ans, ont grandi dans l'opulence et l'ignorance du travail manuel. Pour eux, les esclaves ne sont pas vraiment des personnes, plutôt des meubles vivants dont on peut disposer à sa guise. La société de cette région fonctionne selon des codes rigides. Les planteurs se visitent, organisent des bals somptueux, parlent politique et commercent autour de cigares importés de Cuba. Leurs épouses comparent leurs bijoux, leurs robes venues de Paris, leurs enfants promis à de brillants mariages. Et sous cette surface polie et civilisée gronde une violence quotidienne, banalisée, considérée comme nécessaire au maintien de l'ordre. Les esclaves de Willowbrook vivent dans les quartiers, une rangée de cabanes en bois à 1 kilomètre de la grande maison. Ils se lèvent avant l'aube, travaillent au courbé dans l'eau des rizières, respirent les miasmes qui causent les fièvres. Le contremaître, un homme brutal nommé Silas Crawford, fait régner la discipline à coups de fouet et d'intimidation. Les punitions publiques sont fréquentes, destinées à servir d'exemple. Pemberton lui-même ne descend que rarement dans les champs. Il préfère exercer son autorité de manière plus insidieuse, plus personnelle. Il aime humilier, rabaisser, rappeler sa supériorité à tout moment. Contrairement à certains planteurs qui ignorent leurs esclaves ou les considèrent simplement comme des outils économiques, Pemberton semble tirer un plaisir particulier de leur dégradation psychologique. C'est dans ce contexte qu'arrive à Willowbrook, à l'été de 1842, un esclave nouvellement acquis lors d'une vente aux enchères à Charleston. Le négrier qui l'amène à la plantation le présente sous le nom d'Amadou. L'homme mesure près d'1,90 m, possède une stature imposante, des traits anguleux et une peau d'un noir profond qui contraste avec celle, plus cuivrée, de la majorité des esclaves nés en Amérique. Ses yeux, surtout, frappent ceux qui le regardent. Un regard direct, presque insolent, que Pemberton remarque immédiatement. Celui-là a besoin d'être dressé, déclare le maître en tournant autour du nouvel arrivant comme un acheteur évalue du bétail. Il a encore trop de fierté dans les yeux. Le négrier acquiesce, essuyant la sueur de son front. Il vient directement d'Afrique, monsieur Pemberton.
Capturé il y a 6 mois près de la côte. Parle à peine quelques mots d'anglais, mais il est fort, robuste. Il vous donnera des années de bon travail. Ce que le négrier ne dit pas, parce qu'il ne le sait pas lui-même, c'est qu'Amadou n'est pas un simple villageois capturé par des chasseurs d'esclaves. Son véritable nom est Amadou Ba, et il appartient à une caste guerrière Peul, ces pasteurs nomades qui contrôlent de vastes territoires en Afrique de l'Ouest. Fils d'un chef de clan, Amadou a grandi en apprenant l'équitation, le maniement de la lance, les stratégies de combat. Il parle plusieurs langues, connaît la poésie orale de son peuple, a participé à des raids contre des royaumes voisins. Sa capture s'est déroulée lors d'une embuscade tendue par des marchands côtiers en collaboration avec des traitants européens. Amadou escortait un troupeau vers le sud quand les assaillants ont surgi. Le combat a été bref mais violent. Ses compagnons ont été tués. Lui, assommé par un coup à la tête, s'est réveillé enchaîné dans la cale d'un navire négrier. La traversée de l'Atlantique a duré 2 mois. 2 mois d'obscurité, de puanteur, de cris et de morts. Un tiers des captifs n'a pas survécu. Amadou a survécu en se forçant à manger la bouillie infecte qu'on leur jetait, en économisant ses forces, en observant, en apprenant. Il a compris que sa survie dépendrait de sa capacité à paraître docile, tout en préservant son esprit intact. À Charleston, on l'a lavé, huilé, exposé sur une estrade comme une bête de somme. Pemberton l'a acheté pour $800, un prix élevé qui reflète sa force physique évidente. Dès les premiers jours à Willowbrook, Amadou comprend le fonctionnement de cette société nouvelle et monstrueuse. Il observe tout. Les relations entre esclaves, les habitudes du maître, la disposition des bâtiments, les allées et venues des contremaîtres. Il apprend rapidement l'anglais en écoutant, en répétant mentalement les mots, en posant des questions simples aux autres esclaves qui, touchés par sa dignité silencieuse, lui enseignent volontiers. Mais il commet une erreur fatale. Il ne baisse pas suffisamment les yeux devant Pemberton. Un matin, alors qu'Amadou attend avec d'autres esclaves pour recevoir ses instructions de travail, Pemberton passe devant lui et leurs regards se croisent. Juste une seconde. Mais une seconde de trop. Le regard d'Amadou ne contient ni haine ni peur. Juste une sorte d'évaluation froide, comme un guerrier jaugeant un adversaire potentiel. Pemberton s'arrête net. Un silence tendu s'installe. Les autres esclaves baissent instinctivement la tête encore plus bas. « Comment t'appelles-tu » demande Pemberton d'une voix dangereusement calme. « Amadou, maître » répond l'esclave dans son anglais hésitant. Tu me regardes dans les yeux, Amadou. Un temps. Amadou comprend qu'il vient de franchir une ligne invisible, mais essentielle. Non, maître. Pardon, maître. Pemberton s'approche jusqu'à être presque nez à nez avec lui. Tu viens d'arriver ici, alors je vais t'apprendre quelque chose. Ici, tu n'es rien. Tu n'es pas un homme. Tu es ma propriété. Comme ce cheval, il désigne un étalon attaché à un poteau. Comme ce chien, il montre un chien errant, comme cette chaise. Il tapote une chaise sur la véranda. Tu ne me regardes pas, tu ne penses pas. Tu obéis, c'est clair? Oui, maître. Mais Pemberton sent que la soumission n'est que de surface. Cela l'irrite profondément. Cet esclave, ce nègre fraîchement arrivé d'Afrique, ose encore avoir de la dignité. Cela ne peut pas être toléré. Les semaines suivantes, Pemberton développe une obsession malsaine pour Amadou. Il ne peut s'empêcher de vouloir briser cette dignité qu'il perçoit chez lui. Il commence par des humiliations calculées, toujours publiques, toujours devant d'autres esclaves, ou pire, devant sa propre famille. Un dimanche après-midi, alors que la famille Pemberton reçoit des invités sur la véranda, Pemberton fait venir Amadou depuis les champs. L'esclave arrive couvert de boue des rizières, pieds nus, torse nu, ruisselant de sueur. « Messieurs, mesdames » annonce Pemberton à ses invités, « permettez-moi de vous montrer mon acquisition la plus récente, un spécimen tout droit venu d'Afrique. Regardez ces muscles, cette stature. N'est-ce pas fascinant de voir à quel point ils peuvent être physiquement imposants tout en restant mentalement des enfants ?» Les invités, habitués à ce genre de démonstration, acquiescent poliment.
Madame Pemberton continue de siroter son thé glacé. Les enfants Pemberton observent avec curiosité, comme on regarderait un animal exotique. Tourne-toi, Amadou, montre ton dos. Amadou obéit, révélant des cicatrices anciennes, vestiges de combats menés en Afrique que Pemberton interprète comme des marques de coups de fouet. Vous voyez, celui-là avait déjà été dressé avant d'arriver ici. Mais pas suffisamment à mon goût. La jeune Eleanor, assise près de sa mère, demande innocemment « Père, pourquoi celui-ci sent-il si mauvais ?» Les invités rient. Pemberton sourit. « Parce qu'il travaille, ma chérie. C'est pour cela que nous les possédons. Pour qu'il fasse le travail que nous ne voulons pas faire. Il comprend ce que nous disons. » demande William, le fils. « Quelques mots, je pense. N'est-ce pas, Amadou? Tu comprends que tu es moins qu'un chien dans cette maison ?» Amadou reste immobile, les yeux fixés sur un point invisible devant lui. Mais ses mâchoires se contractent imperceptiblement. Pemberton le remarque et sourit plus largement. « Tu peux retourner au champ. » Ce genre de scène se répète presque chaque semaine. Pemberton trouve toujours de nouvelles façons d'humilier Amadou. Il le fait manger dans une gamelle posée par terre comme un animal. Il lui ordonne de ramper sur les mains et les genoux pour venir recevoir ses instructions. Il l'oblige à chanter des chansons stupides devant les autres esclaves. Il le frappe pour des fautes imaginaires. Les autres esclaves de Willowbrook observent avec un mélange de pitié et de peur. Ils reconnaissent en Amadou quelque chose de différent, une force intérieure qui refuse de se briser malgré les humiliations répétées. Certains l'admirent, d'autres le craignent, sachant que sa présence pourrait attirer l'attention. Si cette cruauté vous fait frissonner, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer. L'histoire ne fait que commencer. Une vieille esclave nommée Ruth, qui travaille aux cuisines de la grande maison depuis 40 ans, prend Amadou à part un soir. « Écoute-moi bien, fils. Je sais ce que tu es. Je le vois dans tes yeux. Tu n'es pas comme nous. Tu viens d'un endroit où tu étais quelqu'un. Mais ici, tu n'es rien. Et plus tu résistes, même silencieusement, plus il va s'acharner sur toi. J'ai vu des hommes comme toi. Ils finissent tous brisés ou morts. » Amadou la regarde avec respect. « Dans mon pays, grand-mère, un guerrier qui se soumet devient un esclave dans son propre cœur. Même si mon corps est enchaîné, mon esprit reste libre. » Ruth secoue la tête tristement. « Ton esprit libre ne vaut rien si ton corps est mort. Fais attention, fils. Le maître Pemberton n'est pas juste cruel, il est dangereux parce qu'il aime la cruauté. Mais Amadou ne peut pas se résoudre à ramper complètement. Chaque humiliation le renforce dans sa détermination silencieuse. Il continue d'observer, d'apprendre, de planifier, même s'il ne sait pas encore ce qu'il planifie exactement. L'incident qui change tout se produit 3 mois après l'arrivée d'Amadou à Willowbrook. C'est un samedi soir de novembre. Pemberton organise un dîner pour célébrer une récolte particulièrement profitable. Une douzaine d'invités, des planteurs voisins avec leurs épouses, se rassemblent dans la grande salle à manger illuminée par des candélabres en argent. Les domestiques, tous des esclaves de la maison soigneusement choisis pour leur apparence, servent plat après plat. Pemberton, déjà bien imbibé de Bordeaux, décide de divertir ses invités avec ce qu'il appelle son spectacle éducatif. Il ordonne qu'on fasse venir Amadou depuis les quartiers des esclaves. Amadou arrive, vêtu de son pantalon de toile rapiécé, pieds nus sur le parquet ciré. Les conversations s'interrompent, tous les yeux se tournent vers lui. « Messieurs, mesdames », déclare Pemberton en se levant, un peu vacillant, « je vous présente mon Africain sauvage. Il y a quelques mois, cette créature ne parlait même pas notre langue. Maintenant, grâce à ma fermeté et ma patience, il obéit au doigt et à l'œil. N'est-ce pas la preuve de la supériorité de notre race et de notre civilisation ?» Des murmures d'approbation parcourent l'assemblée. Madame Pemberton sourit fièrement à son mari. Les enfants, censés être couchés, observent depuis l'escalier. Amadou, à genoux. L'esclave s'agenouille lentement. « Maintenant, dis à nos invités combien tu es reconnaissant de vivre ici,
sous ma protection bienveillante. Un long silence, les invités attendent, amusés. Pemberton sourit, savourant le moment. Amadou lève les yeux. Et pour la première fois depuis des mois, il regarde Pemberton droit dans les yeux. Son regard est froid, calculateur, rempli d'une intelligence aiguë qui glace soudainement l'atmosphère. Puis il parle, pas en anglais, mais dans sa langue peul, d'une voix profonde et mélodieuse qui résonne dans la salle silencieuse. Les mots coulent, rythmés, presque hypnotiques. Personne ne comprend ce qu'il dit, mais le ton est clair. Ce n'est pas une supplication, c'est une déclaration, une condamnation. Pemberton, déstabilisé, sent son sourire se figer. « Qu'est-ce que tu dis, nègre ?» Parle anglais. Amadou continue, imperturbable. Il récite en réalité un chant guerrier de son peuple, un chant qui parle de vengeance, d'honneur et de justice. Il parle de ses ancêtres qui ont vaincu des armées, de sa propre légitimité en tant que guerrier et chef, du caractère temporaire de toute oppression. Un invité, le colonel Rutherford, rompt le silence inconfortable. « Pemberton, votre nègre devient insolent. Il faudrait le corriger immédiatement. » Pemberton, rouge de colère et d'humiliation devant ses invités, saisit la cravache que les domestiques gardent toujours à portée de main près de la porte. « Tu oses me défier devant mes invités ?» Il frappe. Une fois, 2 fois, 3 fois. Les coups pleuvent sur le dos, les épaules, les bras d'Amadou qui reste à genoux, immobile, ne produisant pas un son. Son silence est plus éloquent que des cris. Il fixe toujours Pemberton avec ce regard de défi glacé. « Arrêtez, Ézéchiel !» C'est Constance qui parle, bouleversée malgré ses années d'accoutumance à la violence de la plantation. Les enfants regardent. Pemberton s'arrête haletant, le visage écarlate. Il réalise qu'il a perdu le contrôle devant ses invités, ce qui constitue une humiliation sociale presque aussi grave que l'insolence de l'esclave. « Sortez-le d'ici », ordonne-t-il à 2 domestiques. « Emmenez-le au fouet demain matin. 50 coups, publiquement. » Amadou est traîné dehors. L'atmosphère du dîner est irrémédiablement gâchée. Les invités partent plus tôt que prévu, gênés par la scène dont ils ont été témoins. Cette nuit-là, dans sa chambre, Pemberton ne trouve pas le sommeil. L'image du regard d'Amadou le hante. Pour la première fois de sa vie, il a vu dans les yeux d'un esclave, non pas de la peur, mais du mépris. Un mépris pur et cristallin qui le dérange profondément. Le lendemain matin, toute la plantation est rassemblée pour assister à la punition. C'est une pratique courante, destinée à servir d'exemple. Amadou est attaché au poteau de flagellation, dos nu. Silas Crawford, le contremaître, prépare le fouet en cuir tressé. Pemberton regarde depuis la véranda entouré de sa famille. Il veut voir cette fierté enfin brisée. Les 50 coups sont administrés méthodiquement. Amadou ne crie pas une seule fois. Son dos se lacère, le sang coule, mais il reste silencieux. Ce silence terrifie les autres esclaves plus que des hurlements ne l'auraient de fait. Il leur rappelle que cet homme n'est pas comme eux, qu'il vient d'un monde où la douleur physique ne suffit pas à briser un guerrier. Pemberton, observant depuis sa position élevée, sent une peur irrationnelle s'insinuer en lui. Il se dit que ce n'est qu'un esclave, qu'il est le maître, que la loi, la société, tout le soutient. Mais cette peur persiste, inexplicable et dérangeante. Dans les semaines qui suivent, une tension palpable s'installe à Willowbrook. Amadou retourne au champ, portant les marques du fouet, comme un guerrier porte ses cicatrices de bataille. Il ne parle presque plus, même aux autres esclaves. Il travaille avec une efficacité mécanique, mange en silence, dort seul dans un coin de la cabane qu'il partage avec 8 autres hommes, mais il observe. Constamment, il observe les habitudes de Pemberton. Comment le maître sort chaque matin exactement à la même heure pour inspecter les champs. Comment il revient pour le déjeuner, puis fait sa sieste quotidienne entre 1h et 3h de l'après-midi. Comment il préfère le bourbon au whisky et commence à boire dès 4h. Comment il devient prévisiblement plus agressif après son 5e verre. Il observe la famille.
Comment Constance passe ses après-midi dans le jardin, entourée de ses rosiers. Comment Éléonore étudie le piano dans le salon chaque jour, entre 2 et 4 heures. Comment William joue souvent près des écuries avec les fils du contremaître. Comment la petite Margaret a peur des orages et court se réfugier dans les jupes de sa mère au moindre coup de tonnerre. Il observe les contremaîtres, leurs tournées, leurs habitudes, leurs faiblesses. Silas Crawford aime parier au combat de coq le dimanche. Son adjoint, un dénommé Peters, fume de l'opium qu'il achète clandestinement à un marin de Charleston. Il observe la disposition de la plantation. Les chemins, les accès, les points d'eau, les zones boisées, les marécages. Il note mentalement chaque détail, construisant une carte précise dans son esprit. Et pendant ce temps, Pemberton devient de plus en plus obsédé par cet esclave qui refuse de se briser complètement. Un soir, lors d'un souper en famille, le jeune William demande innocemment « Père, pourquoi l'Africain ne parle jamais ?» Pemberton, déjà irritable après une journée difficile, répond sèchement « Parce que je lui ai appris à tenir sa langue. » Mais ses yeux parlent, insiste l'enfant avec la franchise cruelle de l'innocence. Ils disent qu'ils vous détestent. Un silence glacial s'abat sur la table. Constance pâlit. Éléonore regarde son assiette. La petite Margaret commence à pleurer sans comprendre pourquoi. Pemberton se lève brusquement, faisant tomber sa chaise. « Va dans ta chambre. » Immédiatement. William obéit, effrayé. Mais ces mots résonnent dans l'esprit de Pemberton. L'enfant a raison. Cette haine silencieuse est devenue palpable. Et Pemberton ne sait pas comment la combattre. Il commence à avoir des cauchemars. Dans ses rêves, Amadou le regarde avec ses yeux froids et calculateurs. Parfois, dans le rêve, l'esclave parle dans cette langue étrangère incompréhensible et Pemberton se réveille en sueur, le cœur battant. Il envisage de vendre Amadou. Ce serait la solution logique, se débarrasser de cet esclave perturbateur. Mais son orgueil l'en empêche. Vendre Amadou serait admettre sa défaite, reconnaître qu'un simple nègre l'a déstabilisé. Les autres planteurs le sauraient. On se moquerait de lui dans les clubs de Charleston. Non, il doit briser Amadou complètement, détruire cette dignité qui refuse de mourir. Il intensifie donc les humiliations. Il fait fouetter Amadou pour des raisons de plus en plus futiles. Un regard jugé trop direct, une pause perçue comme trop longue, une réponse donnée trop lentement. Il le force à travailler 18 heures par jour. Il réduit ses rations. Il l'oblige à dormir enchaîné. Les autres esclaves commencent à murmurer. Cette cruauté excessive dépasse même les normes brutales de la plantation. Ruth, la vieille cuisinière, tente d'intervenir indirectement en servant secrètement de la nourriture supplémentaire à Amadou. D'autres esclaves partagent discrètement leur maigre ration avec lui. Un respect silencieux se développe pour cet homme qui refuse de plier, mais aussi une peur croissante. Ils sentent tous qu'une catastrophe approche. Cette confrontation entre le maître obsédé et l'esclave indomptable ne peut se terminer que dans le sang. Un incident particulièrement révélateur se produit un après-midi de décembre. Pemberton, accompagné de sa fille Éléonore et du colonel Rutherford en visite, inspecte les travaux de réparation d'un fossé d'irrigation. Amadou fait partie de l'équipe assignée à cette tâche. Le colonel, un homme cultivé qui a voyagé en Europe, observe Amadou avec curiosité. Pemberton, cet esclave, a une stature vraiment remarquable. Et son visage? Il y a quelque chose d'aristocratique dans ses traits. Pensez-vous qu'il pourrait avoir été quelqu'un d'important dans sa tribu avant d'être capturé? Pemberton ricane. Important? C'est du bétail, Rutherford. Peut-être qu'il était le plus gros bœuf du troupeau, mais il reste du bétail. Éléonore, qui observe Amadou depuis plusieurs semaines avec une fascination troublée typique des jeunes filles élevées dans l'ignorance et la cruauté banalisée, demande « Père, croyez-vous qu'il pense comme nous ?» Bien sûr que non, ma chérie. Ces créatures ont des cerveaux primitifs. Ils ressentent la douleur, la faim, la peur, comme les animaux. Mais la pensée complexe, la moralité, l'honneur, ce sont des attributs de l'homme blanc civilisé.
À ce moment précis, Amadou, qui creuse à quelques mètres, lève brièvement les yeux. Son regard croise celui d'Eleanor. La jeune fille voit dans ses yeux une intelligence aiguë, une compréhension totale de la conversation, et une condamnation silencieuse qui la glace jusqu'aux os. Elle détourne rapidement le regard, troublée d'une manière qu'elle ne peut pas nommer. Cette nuit-là, elle fait un cauchemar. Dans son rêve, elle est celle qui est vendue aux enchères, exposée, humiliée, achetée. Et Amadou est celui qui observe depuis une véranda blanche, sirotant du thé glacé. Elle se réveille en sanglots et court dans la chambre de ses parents. Pour la première fois de sa vie, Eleanor Pemberton a entrevu l'humanité de ceux que sa famille possède, et cette révélation la terrifie car elle implique leur propre monstruosité. L'hiver de 1843 arrive, inhabituellement froid pour la Caroline du Sud. En janvier, un gel rare s'abat sur la région, endommageant une partie des cultures. Pemberton, inquiet pour ses revenus, devient encore plus irritable et tyrannique. Les dommages causés par le gel sont considérables. Les jeunes plants de riz, normalement protégés par les eaux tièdes des rizières, ont gelé dans leurs tiges. Les prévisions de récolte chutent de 40%. Pour un homme comme Pemberton, dont le train de vie luxueux dépend entièrement des revenus de la plantation, c'est une catastrophe financière imminente. Il commence à boire plus tôt dans la journée. Ses colères deviennent imprévisibles et violentes. Les domestiques de la maison marchent sur des œufs, craignant de déclencher ses furies. Constance passe de plus en plus de temps enfermée dans sa chambre, prétextant des migraines. Les enfants sont envoyés chez des cousins à Charleston pour les protéger de l'atmosphère toxique qui règne désormais à Willowbrook. Dans ce contexte de tension extrême, Pemberton cherche désespérément à retrouver un sentiment de contrôle. Et son obsession pour Amadou atteint des sommets pathologiques. Il passe des heures à observer l'esclave depuis la véranda, un verre de bourbon à la main, étudiant chaque mouvement, chaque geste, comme s'il cherchait une faille, une preuve de faiblesse. Mais Amadou reste imperturbable, accomplissant ses tâches avec une efficacité mécanique, ne montrant aucune émotion, aucune réaction. Cette absence de réaction rend Pemberton fou. Il a besoin de voir la peur, la soumission, l'acceptation de la défaite. Mais tout ce qu'il voit dans les yeux d'Amadou lors des rares moments où leurs regards se croisent, c'est une patience glaciale, comme si l'esclave attendait simplement que quelque chose se produise. C'est dans ce contexte tendu que se produit l'événement qui scellera le destin de tous. Un matin de février, alors que la neige fondue transforme les chemins de la plantation en boue glacée, Pemberton reçoit la visite d'un groupe d'hommes d'affaires venus de Virginie. Ce sont des investisseurs potentiels dans une nouvelle entreprise de négoce de coton que Pemberton tente de monter pour compenser ses pertes. Il a besoin de leur argent. Il a besoin de leur confiance. Il a besoin de leur prouver qu'il est un homme d'affaires compétent et un maître efficace. Il décide d'organiser ce qu'il appelle une démonstration d'efficacité managériale pour impressionner ses invités. L'idée lui vient après son 3e verre de bourbon du matin. Il fera une compétition entre ses esclaves, montrant comment la discipline et la punition créent des travailleurs productifs. Silas Crawford reçoit l'ordre de rassembler 20 esclaves, incluant spécifiquement Amadou. La compétition sera simple, couper du bois. Le plus rapide recevra une récompense symbolique, un morceau de tabac. Les autres seront fouettés publiquement pour paresse et inefficacité. C'est un jeu cruel dont l'issue est déjà décidée. Pemberton a donné des instructions secrètes à Crawford. S'assurer qu'Amadou reçoive une hache émoussée, qu'on lui assigne les bûches les plus dures à fendre, qu'on le place dans une position désavantageuse. Le maître veut son humiliation complète devant témoins, une preuve définitive de sa domination. Les invités se rassemblent sur la véranda vers 10 heures du matin. Ils sont 5. 2 frères, les Harrington, propriétaires de manufactures textiles en Virginie, leur associé financier, un banquier nommé Clifford, et 2 accompagnateurs, un jeune clerc et un garde du corps. Pemberton leur sert du whisky importé et des cigares cubains, pendant que les esclaves sont positionnés dans le jardin arrière, chacun devant un tas de bûches à fendre. Le froid mord la peau.
La respiration forme des nuages de vapeur dans l'air glacial. Les esclaves, pieds nus et à peine vêtus, tremblent visiblement. « Messieurs, déclare Pemberton d'une voix forte, ce que vous allez observer ici est la démonstration de principes de gestion que j'applique depuis des années. La discipline, la compétition et la punition appropriée créent l'excellence. Ces principes sont applicables non seulement à la gestion d'esclaves, mais à toute entreprise commerciale. » Il fait signe à Crawford. Le contremaître crie « Commencez !» Les haches se lèvent et s'abattent. Le bois éclate sous les coups répétés. Les esclaves travaillent avec une intensité désespérée, sachant ce qui attend les perdants. Leurs muscles se tendent. La sueur coule malgré le froid. Les respirations deviennent haletantes. Amadou travaille avec une concentration totale, mais son hache, délibérément émoussée, rebondit sur les bûches dures qu'on lui a assignées. Il doit frapper 3, 4 fois pour obtenir ce que les autres obtiennent en un coup. Ses mains, déjà abîmées par des mois de travail brutal, saignent bientôt, rendant la poignée de la hache glissante. Les invités observent avec intérêt, commentant entre eux sur l'efficacité relative des différents esclaves. Pour eux, c'est du divertissement, une curiosité anthropologique. Après 15 minutes de travail acharné, Crawford siffle la fin. Les résultats sont comptabilisés. Un esclave nommé Moses a fendu le plus de bûches. Amadou est avant-dernier, juste devant un vieil homme nommé Samuel, dont l'âge avancé ralentit les mouvements. Pemberton sourit, satisfait. « Vous voyez, messieurs, même les spécimens les plus impressionnants physiquement peuvent être rendus dociles et productifs avec la discipline appropriée. Regardez celui-ci, il désigne Amadou. Il mesure près de 2 mètres, possède la force de 2 hommes. Mais sans discipline, sans la main ferme du maître, cette force ne vaut rien. Il fait signe au contremaître. Amenez-les ici pour leur correction. Les 8 derniers, 10 coups chacun. Les esclaves désignés s'avancent lentement, le visage résigné. Ils ont vécu cela trop souvent. La douleur est prévisible, supportable, si on ne résiste pas. Il faut juste survivre jusqu'à ce que ce soit terminé. Mais quelque chose est différent aujourd'hui. Peut-être est-ce l'air glacial qui rend tout plus vif, plus réel. Peut-être est-ce la présence de ces étrangers qui transforment leur souffrance en spectacle. Peut-être est-ce simplement que l'accumulation de mois d'humiliation a atteint un point critique. Pemberton prend lui-même le fouet. Il veut impressionner ses invités avec son autorité personnelle. Le premier esclave est attaché au poteau. Les coups tombent, précis et cruels. L'homme gémit mais ne crie pas. Mais les invités observent, certains avec une curiosité clinique, d'autres avec un malaise mal dissimulé. Les esclaves sont fouettés un par un. Quand vient le tour d'Amadou, Pemberton s'arrête et se tourne vers ses invités. Celui-ci est spécial, messieurs. Il vient directement d'Afrique. Un sauvage qui avait besoin d'être civilisé. Quand je l'ai acheté il y a 6 mois, il osait me regarder dans les yeux. Imaginez la présomption de cette créature. Les invités rient impoliment. Pemberton se rapproche d'Amadou, qui se tient debout, immobile, les yeux fixés devant lui. Mais j'ai un talent, messieurs. Le talent de briser les plus fiers, de transformer les rebelles en serviteurs obéissants. Regardez-le maintenant. Docile, soumis. Une démonstration parfaite de mes méthodes. C'est à ce moment précis qu'Amadou fait quelque chose d'inattendu. Il se tourne lentement pour faire face à Pemberton. Leurs yeux se rencontrent. Et pour la première fois depuis des semaines, Amadou sourit. Ce n'est pas un sourire de soumission ou de folie. C'est un sourire froid, calculé, qui contient des mois de patience, d'observation, de planification silencieuse. Un sourire qui dit « J'ai attendu ce moment ». Pemberton sent un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il y a quelque chose dans ce sourire qui le terrifie, plus que toute menace verbale ne pourrait le faire. « À genoux !» ordonne-t-il, sa voix trahissant une nervosité qu'il tente de masquer. Amadou ne bouge pas. « À genoux !» hurle Pemberton, levant le fouet. Lentement, très lentement, Amadou s'agenouille, mais ses yeux ne quittent jamais ceux de Pemberton.
C'est une obéissance qui ressemble à une menace. Pemberton lève le fouet, mais sa main tremble légèrement. Il sent les regards de ses invités sur lui, attend leur approbation. Il frappe. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les coups pleuvent sur le dos déjà marqué d'Amadou. Et c'est là qu'Amadou parle, en anglais parfait, sans la moindre trace d'accent hésitant, avec une diction claire et une grammaire impeccable qui choque tous ceux qui l'entendent. Vous pensez que ces coups me brisent. Mais chaque coup que vous donnez ne fait que me renforcer dans ma certitude que vous êtes un homme faible. Le fouet s'arrête en plein mouvement. Pemberton reste figé, incapable de traiter ce qu'il vient d'entendre. Les invités échangent des regards confus. Les autres esclaves retiennent leur souffle. Amadou continue, sa voix calme et mesurée, comme s'il donnait une conférence. Dans mon pays, j'étais Amadou Ba, fils de Mamadou Ba, chef du clan des pasteurs Peuls de la région de Fouta Djallon. J'ai commandé 100 guerriers. J'ai jugé des différends entre villages. J'ai négocié avec des rois. J'ai étudié les textes sacrés et la poésie de mon peuple. Il se relève lentement, malgré les ordres aboyés par les contremaîtres. Il se tient debout, droit malgré la douleur, et regarde Pemberton de toute sa hauteur. Vous, Ézéchiel Pemberton, vous n'avez rien accompli dans votre vie. Vous avez hérité de la richesse volée par votre père et votre grand-père. Vous n'avez jamais construit quoi que ce soit. Vous n'avez jamais créé quoi que ce soit. Vous frappez des hommes enchaînés et vous vous sentez puissant. Mais je vais vous dire quelque chose que vous savez déjà au fond de vous-même. Il fait un pas vers Pemberton. Les contremaîtres se précipitent, mais quelque chose dans l'attitude d'Amadou les fait hésiter. Vous êtes un lâche, vous êtes un parasite, et vous êtes terrifié parce que vous savez que sans vos chaînes, vos fouets et vos lois injustes, vous ne seriez rien face à des hommes comme moi. Des hommes réels, des guerriers. Le silence qui suit est absolu. Même le vent semble s'être arrêté. Les invités sont pétrifiés, ne sachant comment réagir à cette insolence inouïe. Les esclaves n'osent pas bouger, partagés entre une admiration terrifiée et la peur des représailles qui vont nécessairement suivre. Pemberton, lui, est devenu d'un blanc crayeux. Sa main qui tient le fouet tremble violemment. Pendant un moment, on dirait qu'il va s'effondrer. Puis la rage prend le dessus, une rage alimentée par l'humiliation totale devant ses invités, devant ses contremaîtres, devant ses propres esclaves. « Saisissez-le !» hurle-t-il d'une voix stridente. « Enchaînez-le, cet esclave sera fouetté jusqu'à la mort demain matin à l'aube. » Que tous les nègres de cette plantation soient présents pour voir ce qui arrive à ceux qui osent défier leur maître. Silas Crawford et 3 autres hommes se jettent sur Amadou. Il ne résiste pas. Mais il faut la force des 4 hommes pour le maîtriser, tant sa stature est imposante. On lui lie les mains avec des chaînes, pas de simples cordes cette fois. Alors qu'on le traîne vers la cabane de pierre qui sert de prison, Amadou se retourne une dernière fois vers Pemberton et dit, d'une voix qui porte malgré la distance, « Dans mon pays, nous avons un proverbe. Celui qui humilie les lions ne dort jamais en paix. » Les invités partent précipitamment dans l'heure qui suit, prétextant des affaires urgentes. L'atmosphère est devenue insupportablement tendue. Le clerc murmure discrètement à son employeur qu'investir dans les affaires d'un homme qui a perdu le contrôle de ses esclaves semble risqué. Les Harrington acquiescent. Pemberton ne reverra jamais leur argent. Cette nuit-là, dans la grande maison, Pemberton boit comme jamais auparavant. Constance tente de lui parler, de le raisonner. Ézéchiel, vendons-le. Dès demain matin, avant l'exécution. Qu'un négrier l'emmène. Envoyons-le dans les champs de canne en Louisiane ou dans les mines. Débarrassons-nous de lui. Cette obsession vous détruit. Mais Pemberton, le visage rouge et les yeux injectés de sang, frappe la table du poing. Non, il mourra ici, demain, devant tous. Je vais lui apprendre qui est le maître. Mais n'as-tu pas vu ses yeux ? Insiste Constance, sa voix tremblante de peur. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de terrible, comme s'il savait quelque chose que nous ne savons pas. Ce ne sont que les yeux d'un nègre condamné, crache Pemberton. Demain,
Quand le fouet aura arraché la chair de ses os, quand il suppliera pour sa vie, alors ses yeux montreront enfin la peur qu'ils auraient toujours dû montrer. Mais seul dans son bureau, une fois Constance montée se coucher, Pemberton sent la peur le gagner. Les mots d'Amadou résonnent dans son esprit. Celui qui humilie les lions ne dort jamais en paix. Il boit encore, tentant de noyer cette peur irrationnelle. Mais elle persiste, grandissante, comme une ombre qui s'étend. Pour la première fois de sa vie, Ezekiel Pemberton se sent vulnérable. Pendant ce temps, dans les quartiers des esclaves, des conversations chuchotées se déroulent. Ruth, la vieille cuisinière, rassemble les anciens dans sa cabane. « Ce que cet homme a fait aujourd'hui, dit-elle d'une voix tremblante d'émotion, c'est ce que nous rêvons tous de faire depuis toujours. Il a dit la vérité. Il a appelé le maître ce qu'il est vraiment, un lâche et un parasite. » Un jeune esclave nommé Isaac, les yeux brillants d'une ferveur dangereuse, demande « Et si on l'aidait à s'échapper, cette nuit ?» On pourrait créer une diversion, couper ses chaînes, lui donner une longueur d'avance. Les regards se tournent vers lui. L'idée est folle. L'évasion d'un esclave est punie de mort, non seulement pour le fugitif, mais pour tous ceux qui l'aident. Les chiens de chasse les traqueraient dans les marécages. Pemberton alerterait toutes les plantations voisines. La patrouille des Blancs pauvres, toujours heureuse d'avoir une excuse pour exercer leur violence, se lancerait à sa poursuite. Mais pour la première fois dans leur vie d'esclaves, l'impossible semble presque envisageable. Amadou leur a montré qu'un homme peut se tenir debout même enchaîné, qu'il peut regarder son oppresseur dans les yeux et dire la vérité sans fléchir. « Non », dit finalement Ruth, bien que son cœur soit déchiré par cette décision. Trop de risques pour tous. S'ils découvrent que nous l'avons aidé, ils nous tueront tous. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant de cette plantation. Pemberton est suffisamment fou en ce moment pour le faire. Et la loi sera de son côté. Elle essuie une larme qui coule sur sa joue ridée. Cet homme est un guerrier. S'il doit mourir, il mourra avec l'honneur qu'il a montré aujourd'hui, et nous nous souviendrons. Nous raconterons son histoire à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Il vivra dans nos mémoires comme le symbole de ce que nous aurions pu être si nous étions nés libres. Mais Ruth se trompe sur un point crucial. Amadou ne veut pas mourir en martyr, il ne veut pas simplement rester un symbole. Dans la cabane de pierre, assis dans l'obscurité, les mains enchaînées, le dos lacéré et douloureux, Amadou attend. Il ne prie pas. Dans sa culture, la prière est importante, mais l'action l'est davantage. Il médite plutôt sur les 6 derniers mois, sur tout ce qu'il a observé, appris, compris. Il connaît les habitudes du garde nocturne Tucker, un jeune homme de 20 ans qui a pris ce travail parce qu'il paie mieux que les champs de son père. Tucker fait sa ronde toutes les 2 heures, vérifie la porte, puis retourne à son poste près des écuries où il garde une bouteille de whisky cachée dans le foin. Entre 3 heures et 5 heures du matin, épuisé par la longue nuit et imbibé d'alcool, il s'endort invariablement pour 1 heure. Amadou connaît aussi la faiblesse de cette cabane. Lors d'un précédent séjour ici, il y a 2 mois, puni pour avoir soi-disant regardé Eleanor avec insolence, il avait découvert qu'une des pierres du mur extérieur près du sol était décellée. Le mortier s'était effrité avec le temps et l'humidité. La pierre bouge si on la pousse avec suffisamment de force. Il a testé cela discrètement lors de sa détention précédente, la repoussant juste assez pour confirmer qu'elle pouvait être délogée, mais pas assez pour que quelqu'un le remarque. Et il possède un outil. Un petit éclat de métal, un reste de chaîne cassée, trouvé il y a des semaines dans un fossé. Il l'a gardé caché dans l'ourlet déchiré de son pantalon. Un secret connu de lui seul. Ce morceau de métal, long de 5 cm, tranchant sur un bord, est sa seule arme, son seul espoir. Il attend minuit, attend. Puis, dans l'obscurité totale, il commence le travail minutieux de couper les cordes qui entourent ses poignets sous les chaînes. Les chaînes restent verrouillées, mais si les cordes cèdent, il pourra glisser ses mains hors des fers. C'est douloureux. Le métal entame sa peau déjà blessée. Le sang coule, rendant tout glissant. Mais il continue.
avec la patience infinie d'un chasseur qui attend le moment parfait pour frapper. 2 heures s'écoulent. Ses mains sont enfin libres des cordes. Les chaînes pendent inutilement. Il attend la 3e ronde de Tucker. Le garde passe, vérifie la porte, marmonne quelque chose d'inintelligible, puis s'éloigne vers les écuries. Amadou attend encore 30 minutes pour s'assurer que Tucker a eu le temps de s'endormir. Puis il se déplace vers le mur, vers la pierre qu'il connaît. Dans l'obscurité, ses doigts la trouvent, reconnaissent sa forme. Il pousse. La pierre résiste. Il pousse plus fort, utilisant sa force considérable. La pierre bouge légèrement. Il travaille pendant 1 heure, poussant, tirant, élargissant l'ouverture. Ses doigts saignent, ses muscles brûlent, mais il persiste. Finalement, la pierre cède, créant un trou juste assez large pour qu'un homme de sa taille puisse se glisser à travers s'il se contorsionne douloureusement. Il sort dans l'air glacial de la nuit. La lune est cachée par des nuages, ce qui est un avantage. Il reste immobile un moment, écoutant, s'assurant que personne n'a entendu. Le silence n'est brisé que par le chant des criquets et le ronflement lointain de Tucker. Amadou pourrait s'enfuir maintenant. Courir vers les marécages, tenter de rejoindre les communautés marronnes dont Ruth lui a parlé en secret. Des groupes d'esclaves fugitifs qui vivent cachés dans les zones inhabitables, survivant tant bien que mal, toujours en fuite mais au moins libres. Mais quelque chose en lui refuse cette option. Pas après les 6 mois d'humiliation systématique. Pas après avoir été traité comme un animal, frappé pour le divertissement, forcé à ramper et à subir des indignités qui eussent déshonoré le moindre guerrier de son peuple. Pemberton a pris plus que sa liberté. Il a tenté de lui prendre sa dignité, son humanité, son âme même. Et même si Amadou sait rationnellement que la vengeance est dangereuse, que la fuite serait plus sage, quelque chose de plus profond, de plus ancien, l'appelle. Dans sa culture, un guerrier déshonoré doit laver cet affront. Ce n'est pas une question de haine personnelle. C'est une question d'équilibre cosmique, de justice qui doit être restaurée. Il se dirige vers la grande maison, silencieux comme une ombre malgré sa stature imposante. Il a observé cette bâtisse pendant des mois, connaît chaque fenêtre, chaque porte, chaque grincement de plancher. Il sait que la fenêtre de la cuisine, celle que Ruth laisse toujours légèrement entr'ouverte pour aérer pendant la nuit, n'est jamais verrouillée. Il s'approche de la maison, longeant les zones d'ombre, évitant les endroits éclairés par la lumière résiduelle des fenêtres. Un chien domestique remue la queue en le voyant, le reconnaissant comme quelqu'un qui lui a donné des restes de nourriture auparavant. La fenêtre de la cuisine s'ouvre silencieusement. Amadou se hisse à l'intérieur, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le plancher de bois. Il reste immobile un moment, écoutant les sons de la maison endormie. Des ronflements viennent de l'étage, probablement ceux de Pemberton, lourds de tout l'alcool consommé durant la soirée. Amadou connaît le chemin. Il a servi dans cette maison à plusieurs occasions, portant des meubles, déplaçant des objets lourds. Il sait que pour atteindre la chambre principale, il doit traverser le salon, monter l'escalier central en évitant la 5e marche qui grince, tourner à gauche dans le couloir, et c'est la 2e porte. Il se déplace comme un fantôme, son entraînement de guerrier et de chasseur lui permettant de se déplacer sans faire le moindre bruit, malgré son poids et sa taille. Chaque pas est calculé, posé avec précision. L'escalier, la 5e marche, il l'enjambe. Le couloir, la 2e porte. Il pose sa main sur la poignée. Son cœur bat fort mais pas de peur. C'est l'excitation du chasseur qui est sur le point de confronter sa proie. Il tourne la poignée. La porte s'ouvre sans bruit. La chambre est plongée dans l'obscurité, à peine éclairée par la lumière faible de la lune qui filtre à travers les rideaux épais. L'odeur de l'alcool flotte dans l'air. Pemberton est allongé sur le dos, ronflant bruyamment, complètement inconscient. Constance dort à ses côtés, tournée sur le côté, respirant doucement. Amadou entre, refermant la porte derrière lui. Il reste là, dans l'ombre, observant l'homme qui a fait de sa vie un enfer pendant 6 mois.
L'homme qui l'a acheté comme du bétail, qui l'a humilié devant sa famille, qui l'a fouetté, qui a tenté de briser son esprit et son corps, il pourrait le tuer maintenant. Ce serait facile. Un oreiller sur le visage, ses mains puissantes autour du cou, une fin rapide et violente. Pemberton ne se réveillerait même pas avant qu'il soit trop tard. Mais Amadou n'est pas un meurtrier. Dans sa culture, tuer un homme endormi est déshonorant, même si cet homme est un ennemi. Un guerrier affronte ses adversaires face à face, les yeux dans les yeux. Et plus important encore, Amadou comprend quelque chose de fondamental. La mort de Pemberton ne changerait rien au système qui permet à des hommes comme lui d'exister. Un autre planteur rachèterait Willowbrook. Les esclaves continueraient à souffrir. Rien ne changerait vraiment. Non. Ce qu'Amadou veut, c'est quelque chose de plus profond. Il veut que Pemberton vive avec la terreur. Il veut briser l'illusion de sécurité et de contrôle absolu sur laquelle repose l'existence du planteur. Il veut planter une graine de peur qui grandira et le rongera de l'intérieur. Il s'approche du lit, se penche vers Pemberton et parle, d'une voix basse mais claire en anglais, « Ezekiel Pemberton, réveille-toi ». Pemberton marmonne dans son sommeil éthylique. Amadou répète plus fort, « Réveille-toi, il est temps de voir ton jugement ». Les yeux de Pemberton s'ouvrent lentement, confus, désorientés par l'alcool et le sommeil profond. Il voit d'abord une forme sombre penchée sur lui, puis, alors que ses yeux s'ajustent à la pénombre, il reconnaît le visage. Amadou. La terreur est instantanée et absolue. Pemberton tente de crier, mais Amadou pose une main sur sa bouche, l'empêchant de faire du bruit. L'autre main tient l'éclat de métal près de son visage, pas comme une menace directe, mais comme un rappel de ce qui pourrait arriver. « Écoute-moi bien », murmure Amadou, son visage à quelques centimètres de celui de Pemberton. « Je pourrais te tuer maintenant. Ce serait facile. Personne ne m'entendrait. Mais ta mort serait trop rapide, trop miséricordieuse pour ce que tu mérites. » Les yeux de Pemberton sont écarquillés de terreur. Constance continue de dormir à côté, inconsciente du drame qui se déroule. « Dans mon pays, » continue Amadou d'une voix hypnotique, « nous croyons que ceux qui déshonorent d'autres hommes portent cette malédiction dans leur âme. Elle les ronge de l'intérieur, détruit leur paix, pourrit leur vie. Tu m'as déshonoré. Tu as déshonoré des centaines d'autres. Et maintenant cette malédiction est sur toi. » Il retire sa main de la bouche de Pemberton, mais garde l'éclat de métal visible. Pemberton pourrait crier, réveiller sa femme, appeler à l'aide. Mais il est paralysé, incapable de bouger, de parler, hypnotisé par ses yeux froids qui le regardent avec une intensité terrible. « Chaque nuit, » murmure Amadou, « quand tu fermeras les yeux, tu te demanderas si je suis revenu. Chaque ombre, chaque bruit, chaque souffle de vent te fera douter. Tu as cru posséder le pouvoir absolu, mais maintenant tu sais la vérité. Tu n'es qu'un homme, fragile, mortel, vulnérable. » Il se relève lentement, regardant Pemberton qui reste figé dans son lit, tremblant de tous ses membres. « Je pars maintenant, et tu ne me reverras plus jamais. Mais souviens-toi de cette nuit. Souviens-toi que l'esclave que tu pensais briser s'est tenu au-dessus de ton lit et a choisi de t'épargner. Non pas par faiblesse, mais parce que ta vie de terreur sera un châtiment plus grand que ta mort. » Amadou se dirige vers la porte. Puis une dernière pensée lui vient. Il se retourne vers Pemberton. « Et si jamais tu racontes ce qui s'est passé cette nuit, personne ne te croira. Ils penseront que l'alcool et la culpabilité te font délirer. Qui croirait qu'un esclave enchaîné dans une prison de pierre a pu s'échapper, entrer dans ta chambre et repartir comme un fantôme ?» Sur ces mots, il disparaît dans le couloir, laissant Pemberton seul avec sa terreur. Ce qui se passe ensuite dans la chambre n'est connu que de Pemberton et de sa femme. Mais ce qui est certain, c'est que Constance se réveille quelques minutes plus tard en entendant son mari gémir et halter. Elle allume une bougie et le trouve assis dans le lit, le visage d'un blanc crayeux, les yeux fixes, tremblant violemment. «
Ézéchiel, qu'est-ce qui ne va pas? Pemberton ne répond pas immédiatement. Il regarde autour de lui, cherchant des traces de la présence d'Amadou. Mais il n'y a rien. Aucun signe. Était-ce réel? Était-ce un cauchemar provoqué par l'alcool et la culpabilité? J'ai eu un mauvais rêve, parvient-il finalement à articuler. Mais ses mains continuent de trembler. Son cœur bat à un rythme fou, si fort qu'il résonne dans ses oreilles. Une douleur sourde irradie dans sa poitrine, montant vers son bras gauche. Il porte la main à son torse, grimaçant. « Ézéchiel !» Constance est maintenant complètement réveillée, alarmée par l'état de son mari. « Tu es tout pâle. Je vais chercher de l'aide. » Mais avant qu'elle ne puisse bouger, Pemberton saisit son bras avec une force désespérée. « Non, attends. » Il essaie de parler, de lui dire ce qui s'est passé, mais les mots ne viennent pas. Comment expliquer? Comment décrire ce qu'il a ressenti en voyant l'esclave qu'il pensait avoir emprisonné se tenir au-dessus de son lit comme un juge prononçant une sentence? La douleur dans sa poitrine s'intensifie. Il a du mal à respirer. La pièce tourne autour de lui. Les mots d'Amadou résonnent encore dans son esprit. Tu n'es qu'un homme, fragile, mortel, vulnérable. Je ne peux pas respirer, halète-t-il. Constance se précipite hors de la chambre, criant pour réveiller les domestiques. Ruth arrive en premier, suivie par 2 autres servantes. Elle trouve Pemberton effondré dans son lit, le visage tordu de douleur, une main crispée sur sa poitrine. « Allez chercher le docteur Harcourt », ordonne Constance, hystérique. « Vite, mon mari se meurt !» Un domestique galope vers Charleston à travers la nuit. Mais quand le médecin arrive 3 heures plus tard, au lever du soleil, Ézéchiel Pemberton est déjà mort. Le docteur Harcourt, un homme expérimenté qui a soigné les familles de planteurs pendant 30 ans, examine le corps avec attention. Il note dans son rapport « Décès survenu approximativement à 3 heures du matin. Symptômes cohérents avec une attaque cardiaque. Le défunt présentait des facteurs de risque, consommation excessive d'alcool, mode de vie sédentaire, tempérament colérique. » Mais dans une note privée, qu'il n'inclura pas dans le rapport officiel, il écrit quelque chose de plus troublant, expression faciale inhabituelle. Le défunt semble avoir été saisi par une terreur extrême avant le décès. Pupilles dilatées, muscles faciaux contractés, en une grimace de peur. Dans ma carrière, je n'ai vu de telles expressions que chez des hommes confrontés à quelque chose d'absolument terrifiant. Impossible de déterminer si cette peur a provoqué l'attaque cardiaque ou si elle était simplement concomitante. Quand on se rend à la cabane de Pierre pour préparer l'exécution d'Amadou prévue à l'aube, le garde Tucker fait une découverte qui le rend hystérique. La porte est toujours fermée, le verrou en place. Mais à l'intérieur, la cabane est vide. Les chaînes pendent, inutiles. La pierre descellée révèle un trou à peine assez large pour qu'un homme puisse s'y glisser. C'est impossible. Bégait Tucker, terrifié à l'idée de la punition qui l'attend pour avoir laissé un prisonnier s'échapper. J'ai vérifié toute la nuit. La porte était fermée. Je ne comprends pas. Silas Crawford, le contremaître, examine la scène avec consternation. Il ordonne immédiatement qu'on organise une chasse. Les chiens sont lâchés. Des dizaines d'hommes, esclaves et blancs pauvres, ratissent les environs. Ils fouillent les marécages, les forêts, les plantations voisines. Des avis de recherche sont envoyés dans toute la région. Esclave fugitif, Amadou, environ 2 mètres, peau très foncée, cicatrice sur le dos. Récompense de $200 pour sa capture, mort ou vif. Les jours passent, aucune trace d'Amadou. C'est comme s'il avait simplement disparu dans les airs. Les chiens perdent sa piste près de la rivière, suggérant qu'il a pu utiliser l'eau pour masquer son odeur, technique connue des esclaves fugitifs expérimentés. Les semaines deviennent des mois. Toujours aucun signe de lui. Les esclaves de Willowbrook, interrogés un par un, jurent tous qu'ils ne savent rien. Ruth, soumise à un interrogatoire particulièrement pressant, maintient son histoire. « Je sais rien, maître Crawford. Cet homme, il parlait pas beaucoup. Je sais pas comment il a fait pour partir. C'est comme un fantôme. » Le mot « fantôme » commence à circuler.
Les esclaves murmurent entre eux que peut-être Amadou n'était pas un homme ordinaire. Peut-être qu'il possédait une magie de son pays, quelque chose qui lui permettait de se rendre invisible, de passer à travers les murs. Les superstitions africaines, jamais complètement éteintes malgré les efforts de christianisation forcés, refont surface. Mais les plus pragmatiques comprennent la vérité plus simple. Amadou était un homme intelligent, patient, qui avait observé et planifié. Son évasion n'avait rien de magique. C'était l'œuvre d'un esprit stratégique et déterminé. Pourtant, il y a des questions troublantes. Comment a-t-il su exactement quand le garde serait endormi? Comment a-t-il eu la force de déloger cette pierre, après des mois de mauvais traitements et de privation, Et surtout, pourquoi n'est-il pas parti immédiatement vers le nord ou vers les marécages, mais semble avoir pris le temps de faire autre chose? Constance Pemberton devient la source de rumeurs encore plus étranges. Dans son état de choc et de deuil, elle raconte une histoire que personne ne prend vraiment au sérieux. Elle affirme avoir été réveillée par des murmures dans la chambre, dans une langue étrangère qu'elle ne comprenait pas. Elle dit avoir senti une présence, une ombre qui se déplaçait dans la pièce. Quand elle a allumé la bougie, son mari était en train de mourir, les yeux fixes sur quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Il était là, insiste-t-elle auprès de sa sœur venue la soutenir. L'Africain. Je sais que c'était lui. Je l'ai senti, et Ézéchiel aussi. C'est ce qui a tué mon mari. La peur. La peur pure de voir l'esclave qu'il pensait avoir brisé se tenir debout, libre, au-dessus de notre lit. Sa sœur, embarrassée, lui conseille de ne plus parler de ces choses. C'est le choc, ma chérie. Le deuil te fait voir des choses qui n'existent pas. Ton mari est mort d'une attaque cardiaque. C'est triste, mais naturel pour un homme de son tempérament et de ses habitudes. Mais Constance sait ce qu'elle a ressenti, et cette conviction la hantera jusqu'à sa propre mort 3 ans plus tard dans un asile pour maladies nerveuses. Éléonore, la fille aînée, maintenant âgée de 17 ans, développe une peur morbide de l'obscurité et une fascination troublée pour l'histoire d'Amadou. Elle interroge les esclaves, essayant de comprendre qui était vraiment cet homme. Ce qu'elle apprend la bouleverse. Il parlait plusieurs langues, possédait une dignité inexplicable malgré sa condition, et avait dans les yeux quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais vu chez un esclave. Il était comme un prince déchu, lui dit Ruth lors d'une conversation secrète. Dans son pays, il était quelqu'un. Ici, on a essayé d'en faire rien, mais on ne peut pas vraiment détruire ce que quelqu'un est au fond de lui. Cette révélation change Éléonore. Pour la première fois de sa vie, elle comprend viscéralement que les esclaves ne sont pas des objets, pas des animaux, mais des personnes avec des histoires, des dignités, des humanités aussi riches que la sienne. Cette prise de conscience est si déstabilisante qu'elle ne peut plus vivre dans le Sud. Elle épousera plus tard un commerçant abolitionniste du Massachusetts et deviendra une partisane discrète du mouvement anti-esclavagiste sans jamais oublier les yeux froids et dignes d'Amadou. William et Margaret, plus jeunes, portent des souvenirs fragmentés de cette période. Des images de leur père devenant de plus en plus colériques, de cet esclave imposant que leur père semblait haïr avec une intensité particulière, de la nuit où tout a basculé. Ces souvenirs les hanteront différemment. William deviendra un homme anxieux, méfiant, qui ne possédera jamais d'esclaves et quittera le Sud dès qu'il le pourra. Margaret développera des cauchemars récurrents qui ne disparaîtront qu'à l'âge adulte. 2 mois après la mort de Pemberton, Willowbrook est vendue à un planteur de Géorgie nommé Thurston. Constance ne peut plus supporter de vivre dans cette maison. Chaque ombre lui rappelle cette nuit terrible. Chaque craquement du plancher la fait sursauter. Les esclaves de Willowbrook sont dispersés lors de la vente. Certains vont en Louisiane, d'autres en Alabama. D'autres restent en Caroline du Sud, mais dans différentes propriétés. Cette dispersion est déchirante pour les familles, mais elle a un effet inattendu. Elle répand l'histoire d'Amadou à travers tout le Sud. Partout où vont ces esclaves,
Il raconte l'histoire du guerrier africain qui a refusé d'être brisé, qui a défié son maître publiquement, qui s'est échappé d'une prison verrouillée et dont la simple présence aurait tué le planteur de terreur. L'histoire se transforme, s'embellit avec chaque nouvelle narration. Dans certaines versions, Amadou devient un géant de 3 mètres. Dans d'autres, il possède des pouvoirs magiques hérités de sorciers africains. Dans d'autres encore, il mène maintenant une armée d'esclaves fugitifs dans les marécages, préparant une révolte. Ces histoires, bien sûr, terrifient les planteurs blancs qui en entendent des échos. Elles alimentent leur pire cauchemar, que les esclaves ne soient pas vraiment soumis, que sous la surface de la servitude bouillonne une rage et une dignité qui pourraient à tout moment exploser. Mais elles inspirent les esclaves. Amadou devient un symbole, une preuve vivante qu'il est possible de résister, de maintenir sa dignité, même dans les pires circonstances, de refuser d'être complètement brisé par un système conçu pour déshumaniser. Quant à Amadou lui-même, il disparaît complètement des registres historiques. Aucune capture n'est jamais enregistrée, aucun corps correspondant à sa description n'est jamais trouvé. Les autorités finissent par classer l'affaire, supposant qu'il est mort dans les marécages, dévoré par les alligators ou succombant aux fièvres. Mais il y a des indices intrigants pour ceux qui savent tout chercher. Dans les archives du bureau des affranchis de Charleston, il existe un document daté de 1844 concernant un homme nommé John Freeman, décrit comme ancien esclave ayant acheté sa liberté, parlant français et plusieurs dialectes africains, embarquant pour le Libéria dans le cadre du programme de réinstallation. La description physique correspond. Grand, imposant, cicatrice sur le dos. Le capitaine du navire qui l'emmène, un Quaker nommé Ebenezer Coffin, note dans son journal privé. Parmi les passagers se trouve un homme remarquable. Il se fait appeler John Freeman, mais je soupçonne que ce n'est pas son véritable nom. Il porte lui-même comme un prince, parle avec une éloquence inhabituelle et possède dans ses yeux quelque chose que je n'ai vu que chez les hommes qui ont survécu à des épreuves terribles. Il ne parle jamais de son passé, mais son dos porte les marques du fouet. Quand je lui demande pourquoi il retourne en Afrique, il me répond simplement « J'ai des comptes à rendre chez moi. Des histoires à raconter, des leçons à transmettre. Je ne poserai pas plus de questions. Certains hommes ont gagné le droit au silence sur leur passé. Est-ce Amadou? Impossible de le prouver avec certitude. Mais l'idée est réconfortante. Qu'il ait pu s'échapper, rejoindre les rares communautés d'affranchis du Nord, accumuler l'argent nécessaire pour acheter officiellement sa liberté sous une fausse identité, et finalement retourner en Afrique. S'il a vraiment atteint le Libéria, qu'est-il devenu? A-t-il tenté de retourner dans son Fouta-Djallon natal? A-t-il retrouvé sa famille? Ou les années passées dans l'esclavage avaient-elles tellement changé le monde et lui-même qu'un retour véritable était impossible? Ces questions restent sans réponse, perdues dans les silences de l'histoire. Aujourd'hui, plus de 180 ans plus tard, les ruines de Willowbrook se dressent encore dans les basses terres de Caroline du Sud, envahies par les palmettos et les vignes sauvages. La grande maison a brûlé lors de la guerre civile, ne laissant que des colonnes noircies et des fondations de briques qui disparaissent lentement sous la végétation. Les cabanes d'esclaves ont depuis longtemps pourri et se sont effondrées, retournant à la terre qui a bu leur sueur et leur sang pendant des générations. Les historiens locaux connaissent l'histoire de la plantation, ou du moins sa version officielle. Dans les musées de Charleston, on peut trouver quelques documents. Le registre de vente original mentionnant l'achat d'un esclave nommé Amadou pour $800 en juin 1842. Le certificat de décès d'Ézéchiel Pemberton daté du 5 février 1843. Les documents de vente de Willowbrook par Constance Pemberton 2 mois plus tard. Mais il y a des lacunes troublantes dans ces archives. Des pages ont été arrachées du registre de plantation. Le rapport complet du shérif sur la disparition d'Amadou n'existe plus, remplacé par une simple note. Esclave fugitif. Recherches infructueuses. Affaire classée.
Les témoignages des esclaves interrogés à l'époque ont disparu, comme si quelqu'un, à un moment donné, avait voulu effacer certains détails, enterrer certaines vérités trop dérangeantes. Les descendants d'esclaves de la région racontent encore l'histoire d'Amadou lors de réunions familiales, de célébrations culturelles, de moments où l'histoire non écrite se transmet oralement comme elle l'a toujours été. Dans leur version, Amadou est un héros, un symbole de résistance indomptable face à l'oppression absolue. Son histoire est racontée aux enfants pour leur enseigner que la dignité ne peut jamais être complètement volée, que même dans les pires circonstances, l'esprit humain peut rester libre. Les descendants des planteurs blancs, quand ils mentionnent l'histoire, ce qui est rare, la présentent différemment. Pour eux, c'est une tragédie regrettable, une histoire de chaos qui a détruit une famille respectable. Ils minimisent la cruauté de Pemberton, suggèrent qu'Amadou était peut-être dangereux ou instable, impliquent que la mort du planteur était simplement un malheureux accident de santé sans lien avec les événements de cette période. La vérité, comme toujours dans l'histoire de l'esclavage américain, se trouve quelque part entre ces narratives contradictoires, dans les zones d'ombre que les documents officiels ne capturent jamais vraiment. Ce qui reste indiscutable, ce sont les faits suivants. En février 1843, Ezekiel Pemberton, propriétaire prospère de la plantation Willowbrook, est mort subitement d'une attaque cardiaque à l'âge de 47 ans. Quelques heures après avoir ordonné l'exécution publique d'un esclave. Cet esclave, connu sous le nom d'Amadou, a disparu de sa cellule verrouillée la même nuit dans des circonstances jamais complètement expliquées. Aucune trace de lui n'a jamais été retrouvée, malgré des recherches extensives. La famille Pemberton s'est dispersée dans les mois suivants, traumatisée d'une manière qui dépasse la simple explication d'un deuil normal. Ces faits sont dans les archives. Ils sont vérifiables. Mais ce qu'ils signifient vraiment, ce que les silences entre les mots nous disent, cela reste à jamais sujet à interprétation. Était-ce justice? Était-ce vengeance? Étaient-ce simplement les conséquences inévitables d'un système fondé sur la cruauté et la déshumanisation? Amadou a-t-il réellement confronté Pemberton cette nuit-là? Ou le planteur est-il mort de causes naturelles aggravées par la culpabilité et la peur? La présence dans la chambre était-elle réelle ou le produit d'hallucinations alcooliques et d'une conscience coupable? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Ce que nous savons, c'est que l'histoire d'Amadou, vraie dans ses grandes lignes, même si les détails précis restent flous, représente une vérité plus large sur l'ère de l'esclavage. Ce n'était pas juste des chiffres dans des livres d'histoire ou des concepts abstraits de systèmes économiques. C'étaient des personnes réelles, des oppresseurs réels avec des noms, des familles, des dîners élégants et des consciences sélectives qui leur permettaient de brutaliser d'autres êtres humains tout en se considérant comme des gens civilisés et moraux. Et des opprimés réels avec leurs propres histoires, leur propre dignité, leur propre culture riche, leurs propres moyens de résistance qui ne sont pas toujours documentés dans les archives officielles, mais qui existaient néanmoins. Ezekiel Pemberton a voulu briser un guerrier et a découvert trop tard que certains esprits ne peuvent pas être brisés, seulement temporairement enchaînés. Et quand ces chaînes se brisent, même juste dans l'espace de quelques heures, les conséquences peuvent être terribles et irréversibles. L'histoire officielle raconte que l'esclavage s'est terminé avec la guerre civile et le 13e amendement. Mais les petites histoires, les histoires personnelles comme celle d'Amadou, révèlent une vérité plus nuancée. La résistance n'a jamais cessé. Elle prenait simplement des formes que les maîtres ne s'attendaient pas à voir. Des formes subtiles, patientes, psychologiques. Parfois, cette résistance prenait la forme du travail délibérément mal fait. Parfois, c'étaient des chants codés, transmettant des informations sur les routes d'évasion vers le nord. Parfois, c'était simplement le maintien d'une dignité intérieure que aucune humiliation extérieure ne pouvait complètement détruire. Et très rarement, dans des cas comme celui d'Amadou, cette résistance prenait une forme plus directe, plus dramatique,
qui laissait des traces dans les archives historiques, même si ces traces soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Cette histoire vous a donné des frissons? Pensez-vous que tout cela s'est vraiment passé? La confrontation dans la chambre était-elle réelle ou le produit d'une conscience coupable? Amadou a-t-il vraiment échappé à l'esclavage et trouvé la liberté? Dites-nous en commentaire ce que vous croyez. Et si vous voulez découvrir d'autres mystères historiques aussi troublants, d'autres histoires qui nous font questionner ce que nous savons vraiment du passé, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les récits, qui refusent de donner des réponses faciles. Les archives de Willowbrook existent. Les documents sont réels et consultables dans les bibliothèques de Charleston. Mais ce qu'ils révèlent vraiment, ce que les silences et les pages manquantes nous disent, cela reste dans l'ombre de l'histoire. Peut-être est-ce mieux ainsi. Certaines vérités sont trop dérangeantes pour être complètement exhumées, trop complexes pour être réduites à des faits simples. Ou peut-être que nous avons simplement peur de ce que nous découvririons sur nos ancêtres et sur nous-mêmes si nous regardions vraiment de près les fondations sur lesquelles nos sociétés ont été construites. L'histoire d'Amadou nous rappelle que derrière chaque statistique de l'esclavage, il y avait une personne avec un nom, une histoire, une culture, une dignité. Et que parfois, très rarement, ces personnes trouvèrent des moyens de se dresser, de refuser d'être réduites à des objets, de réclamer leur humanité, même au risque de leur vie. Cela s'est-il passé exactement comme raconté ici? Probablement pas dans tous les détails. L'histoire est toujours une reconstruction, une interprétation de fragments incomplets. Mais est-ce que quelque chose comme ça aurait pu se passer? Absolument. Les conditions étaient là, les personnes étaient là, les motivations étaient là, et c'est ce qui rend cette histoire si troublante et si puissante. Elle est juste assez ancrée dans la réalité historique pour être plausible, juste assez mystérieuse pour laisser place à l'imagination, juste assez ambiguë pour que chacun puisse tirer ses propres conclusions. Amadou Ba, guerrier Peul, esclave à Willowbrook, fugitif jamais capturé, peut-être émigré au Libéria, ou peut-être mort dans les marécages de Caroline du Sud quelques jours après son évasion, ou peut-être devenu autre chose, quelqu'un d'autre, dans un endroit où personne ne penserait à le chercher. Nous ne le saurons jamais avec certitude, et peut-être que c'est exactement comme il l'aurait voulu.